pour la prochaine. En plus, je dois le faire cet après-midi avec les TS2, je crois, ou TS1, je sais plus, TS1. Donc ce serait bien que ça marche. J'ai le doc si tu veux, Eline. C'est Eline qui le... Oui, je veux bien ça. Ok. Moi, je l'ai en PDF si elle veut. Julia, je veux bien que tu me l'envoies, s'il te plaît. Le PDF, normalement, il y a le lien dans les documents. Après, ouais, si... C'est le... Ouais, Moi, je l'ai c'est... trouvé si tu veux, je l'ai déjà. Ah non, mais c'est pas... Ouais, ok, je vous ai pas mis le lien direct. C'est con. Mais si par contre, sur le site, Ici, là. sur le site, il y a le lien, le PDF, ouais, ici... un petit peu plus haut. Là, tu Au-dessus. descends trop bas, au-dessus. Voici ici une version du cours en PDF. Donc, du coup, tu dois l'avoir là. Ouais, cool. Et voilà. C'est tout bon. Normalement, on a les deux. On part là-dessus, du coup. Je sais pas si vous avez des gars qui ont des questions ou pas. Du coup, si je fais les questions, soit on les fait à l'oral, soit on passe. Je mets le mode avec l'écrit. Mais si je mets l'écrit, j'ai plus le stream. Je l'ai sur le côté, c'est chiant. Ok, donc il faut les faire à l'oral, les questions. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions ou si on suit le QCM ou si voilà. Comme vous voulez. Hein. Hein Ouais, on part sur le QCM. Ok, nickel. Ah, du coup, le QCM, tu l'as juste à côté. Ouais. Bon, ben, du coup, on prend le QCM page. On fait question par question comme ça. Ça marche? Ouais, nickel. En fait, le QCM, enfin, normalement, si ceux qui l'ont fait, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais il suit plus ou moins l'ordre du cours. Donc, voilà. Et du coup, dans le QCM, j'ai gardé que les points vraiment cruciaux, importants, enfin, les trucs à savoir, quoi. Et comme je disais, enfin, pour ceux qui auraient écouté le truc, c'est un cours qui est un peu bizarre parce que du coup, il n'y a pas plusieurs thèses, il n'y en a vraiment qu'une seule. Et c'est vraiment la thèse, enfin, vraiment standard, classique que tout le monde défend. Et du coup, je sais pas si quelqu'un a pigé le problème des deux tables de Eddington ou si je reprends un petit peu, mais l'idée de base, elle était assez simple. Je sais pas si Eline, elle peut. Ouais, là, c'est bien, t'es bien, le stream, il est beau. Si tu peux descendre un petit chouïa, ouais. Bon, Eddington, je vous présente pas qui c'est, j'avais mis. Mais du coup, le problème, c'est tu peux aller encore un petit peu plus bas, même le texte, on peut l'esquiver. La première question, elle porte vraiment sur la vignette d'après, je crois. Ouais, sur du coup le principe d'indiscernabilité des identiques. Bah, j'espère que la plupart d'entre vous avez pigé. Donc l'idée, c'est que quand Eddington rentre dans son bureau là, il dit qu'il y a deux tables. Alors, les deux tables, c'est pas forcément deux tables, enfin, c'est deux tables différentes, mais du coup, c'est deux tables. Il y a la table ordinaire, celle qui perçoit, celle qui apparaît, etc., et la table scientifique, donc une table qui apparaît dans la perception, une table qui apparaît dans sa conception, dans ce qu'il sait. Et donc, tout son problème, c'est de dire que ces deux tables sont pas identiques, bien que la plupart d'entre nous pensions sans doute qu'elles le sont. Et donc, du coup, la question que je vous posais, c'est le petit principe qui est important, c'est le principe d'indiscernabilité des identiques. C'est bizarre comme ça, en fait. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Avec les tests 2, en fait, on fait les questions en tapé et du coup, on peut pas tout avoir sur le même truc, mais c'est pas grave. Du coup, le problème des deux tables de Eddington, le principe d'indiscernabilité des identiques, il est assez simple en fait. C'est que si vous avez deux descriptions d'objets et que ces descriptions, elles attribuent des propriétés différentes aux objets, et ben, du coup, ça veut dire que ces deux objets n'ont pas les mêmes propriétés. Et le principe d'indiscernabilité des identiques, la bonne réponse, c'est la première. C'est qu'une chose est identique à une autre seulement si elles ont des propriétés qui sont les mêmes. Et donc du coup, l'idée de Eddington, elle est assez simple, c'est que les deux tables, la table ordinaire et la table scientifique, elles ont vraiment des propriétés différentes, et donc elles peuvent pas être les mêmes. Donc parmi les propriétés, je crois que je vous l'avais mis, vous avez dû voir ça, il y avait
si je prends la propriété la plus cruciale pour faire la différence, vous avez la continuité ou ce qu'il appelle le plein. C'est-à-dire que la table ordinaire, elle est pleine, elle a pas de trou, il n'y a pas de vide. Et la table scientifique, par contre, comme elle est constituée d'atomes, elle est constituée d'entités discrètes, discontinues, et du coup, elle est pleine de vide. C'est bon ou pas jusque-là? Enfin, je sais pas après. Ouais, Oui. Ouais, c'est bon. Ah, bien, Après, je pense qu'il y en a plein qui avaient pigé déjà, donc c'est pour ça. Normalement, le truc, c'était de revoir un peu les petites questions que vous n'avez pas vues. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Je crois que pour le deuxième truc, c'est parce que la table ordinaire et la table scientifique n'ont pas les mêmes propriétés, si bien qu'à première vue, elles sont pas identiques. Ça, c'était la bonne réponse, je crois. Et la deuxième réponse, qui était bonne aussi, parce que je crois que j'ai mis plusieurs trucs, c'est parce que leurs propriétés elles semblent incompatibles. Donc voilà. Et parce que l'une est perçue tandis que l'autre est conçue, c'est pas une bonne raison de dire qu'elles sont différentes, puisque du coup elles pourraient être perçues d'une certaine manière et conçues d'une autre manière et être identiques. Donc c'est pas le fait qu'on les connaisse de façon différente qui fait qu'elles sont différentes, c'est vraiment le fait qu'elles aient des propriétés différentes. Si vous avez pigé ça, c'est tout bon. Et après, du coup, pour résoudre son problème, donc il a ces deux tables là. Le problème, c'est en fait de comprendre le rapport entre les deux tables. Je pense que vous avez pigé. Et du coup, pour comprendre ce rapport entre les deux tables, du coup, le premier point sur lequel il faut prendre une décision, c'est un truc sur lequel on reviendra. Je suis en train de préparer un petit truc sur Popper là et sur la physique quantique. Je sais pas si vous avez fait avec Monsieur Chaffard, du coup, votre partie physique sur la physique quantique ou pas. Mais, Oui. ouais, Enfin, vous avez fait. Vous avez commencé. Et c'est jamais fini, mais on a commencé. Ouais. Vous avez fait les formes de Jung et tout. Ouais. Non. Ouais, cool. Putain, mais Ouais, du coup, on reprend, on se servira de ce qu'il a fait. Je regarderai, du coup, ça doit être enregistré. On se servira de ce qu'il a fait pour notre truc, quoi. Donc, du coup, ouais, la première décision à prendre, c'est la conception que vous avez des théories scientifiques. Et comme je l'indiquais, il y en avait deux, en fait. Soit vous êtes instrumentaliste. Instrumentaliste, c'est les gens qui pensent que le but de la science, c'est exclusivement la prédiction des phénomènes observables. Et donc, l'instrumentalisme dans QCM, c'est la première réponse, c'est la bonne. C'est la thèse selon laquelle le but de la science, c'est exclusivement, j'ai mis la prédication, c'est la prédiction en fait de phénomènes observables. C'est le seul but de la science, c'est ça. Il y a un autre but, on verra quand on fera Popper, mais c'est de classer un petit peu toutes les lois. Enfin, vous voyez, en science, on fait la différence. Enfin, les instrumentalistes, en tout cas, font la différence entre ce qu'ils appellent les lois. Les lois, ils décrivent les mouvements, les trajectoires des objets observables, par exemple. Par exemple, les lois de Kepler, typiquement, ce sont des lois. Et après, il y a les théories. Et le but des théories, c'est d'expliquer pourquoi les lois sont ce qu'elles sont. Sauf que pour l'instrumentalisme, les théories, elles n'ont pas pour but d'expliquer les lois. Pourquoi est-ce que les lois sont d'une manière ou d'une autre? Elles ont pour but de classer les lois. C'est-à-dire de faire en sorte que, au lieu d'avoir plein de lois différentes qui sont pas connectées entre elles, du coup, la théorie, elle va ranger les lois dans des cases en essayant de les relier entre elles pour simplifier un petit peu le travail du scientifique. Mais par contre, les théories, c'est le point crucial de l'instrumentalisme, si vous avez pigé, elles ont absolument pas pour but de décrire la réalité. Et en physique quantique, on verra, il y a une interprétation classique qui s'appelle l'interprétation de Copenhague, qui est celle de Bohr. Je ne sais pas si vous avez parlé de Bohr, mais je pense, et de Heisenberg et tout ça, c'est une interprétation instrumentaliste de la physique quantique. Donc, l'instrumentalisme, la première bonne réponse, c'est que le but de la science, c'est exclusivement la prédiction. Et la deuxième réponse, c'est aussi une bonne réponse, c'est la thèse selon laquelle les entités théoriques de la science, ce sont des fictions qui permettent de prédire. Et clairement, c'est pas la troisième réponse, puisque la troisième réponse, ça décrit ce qu'est le réalisme. Donc, c'est la petite question d'après. Et le réalisme, c'est la thèse selon laquelle le but de la science, c'est la description de la réalité. Et la deuxième est juste aussi, c'est aussi la thèse sur laquelle les entités théoriques peuvent, si la théorie qui les mentionne est vraie, être réelles. Donc l'idée du réalisme, c'est que le but de la science, c'est d'écrire la réalité. Et en plus, les entités théoriques, les entités que postule la science, elles existent vraiment. Alors il y a plein de formes de réalisme, mais là on détaille pas. On fera ça, je pense, plus tard. Si je prends le truc d'après, la question suivante, donc est-ce qu'Eddington est réaliste? Eddington est clairement réaliste, ouais. Comme la plupart des scientifiques, en fait, sauf récemment les scientifiques qui s'intéresseraient à la physique quantique, où il y a beaucoup de gens qui sont instrumentalistes. On verra pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Donc du coup, je vous avais mis, il y a plusieurs solutions au problème des deux tables. Je sais pas si j'avais été clair. J'ai refait le truc en fait pour simplifier, mais voilà. Du coup, si vous êtes instrumentaliste, l'idée c'est que vous avez deux options.
enfin, pour vous, la table scientifique, si vous êtes instrumentaliste, c'est une fiction. Et donc, du coup, en vrai, elle n'existe pas ou probablement pas, puisque clairement, la science, elle s'occupe pas de faire des descriptions du monde. Et donc là, il y avait deux options. On verra ça aussi quand on développera sur Popper. Soit vous êtes sceptique et vous dites que on peut pas comprendre la nature de la réalité, on ne saura jamais ce que c'est. Et donc, du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est imaginer des théories qui vont nous permettre de vivre à l'intérieur de cette réalité. Et la deuxième option, du coup, ça, je vous ai mis quelle version du... Ah ouais, mais là, la version que je vous ai mise, en fait, c'est la version difficile du PowerPoint. Donc, c'est pas exactement celle que j'ai mise dans la vidéo, mais c'est pas grave. La deuxième option, donc c'est pas celle qui est affichée dans le PowerPoint. Vous admettez que la seule table réelle, c'est la table ordinaire, et que la table scientifique, du coup, c'est une fiction. Et si on poursuit plus loin, donc dans le... Ouais, du coup, la version cette version du diaporama, c'est pas la version ultime, hein. C'est une version un peu plus compliquée. Par contre, si on descend un petit peu dans le diaporama, encore, là, du coup, j'ai supprimé ça parce que je me suis dit c'est trop compliqué. Ouais, sur le réalisme. Donc, du coup, si vous êtes réaliste, il y a deux options que vous pouvez adopter. Il y a une option, c'est l'option, vous dites que la table scientifique et la table ordinaire, ce sont la même table. Certes, elles ont des propriétés différentes, mais ces propriétés sont pas incompatibles. Et là, je vous ai mis, il y a une petite solution qui est marrante, que certaines personnes utilisent, et c'est un truc qui est utilisé dans pas mal de domaines de la science, et qui est vrai. C'est ce qu'on appelle l'émergentisme. L'émergentisme, c'est l'idée que les propriétés des totalités, des tout, en fait, sont pas forcément les mêmes que les propriétés de leurs parties. Donc, si par exemple la table est constituée d'atomes, les atomes peuvent ne pas posséder certaines propriétés que la table possède. C'est l'interaction en fait entre les parties qui fait naître à un niveau supérieur certaines propriétés. Par exemple, les atomes sont pas colorés, mais la table elle-même est colorée. Et je crois que dans la petite vidéo, j'avais mis un exemple, c'était avec l'eau. Des molécules d'eau prises une à une, elles sont pas liquides, mais si vous les prenez toutes ensemble, elles peuvent l'être. Donc c'est l'émergentisme. Mais du coup, cette solution, enfin, elle nous intéresse pas trop, parce que ce qui nous intéresse, c'est la solution d'Eddington. Et la solution d'Eddington, j'ai mis, c'est que la table ordinaire, elle est mentale. Donc c'est un produit de notre cerveau, esprit, pour représenter les objets extérieurs, par exemple la table physique. Donc sa solution, Eddington, c'est celle-ci. La première, du coup. Et c'est la solution classique, c'est celle de Galilée et de la plupart des gens aujourd'hui. La plupart des gens admettent ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'apparence et la réalité. La réalité, c'est la science qui la décrit. Et donc la table scientifique, c'est la table réelle, même si c'est une table qui est conçue et avec laquelle on n'a pas de rapport direct. Alors que la table ordinaire, du coup, elle est mentale et c'est une représentation de la table scientifique. Et donc du coup, il y a une deuxième bonne réponse là, je crois que j'ai mis, c'est la table scientifique, c'est la table réelle. Dans la petite quelle solution adopte-t-il? Pour lui, clairement, la table scientifique, c'est la table réelle. Et la table ordinaire, c'est vraiment une table qui dépend de sa perception. Donc si on prend la petite question suivante sur le QCM, il y a quelqu'un qui bouge en fait, et c'est bizarre, ça me fait du son, je pense pas que ce soit chez moi. Selon Eddington, ouais. Ouais, c'est ça, il est en train de faire son petit rangement. Donc selon Eddington, le monde tel qu'il apparaît est-il identique au monde réel? Non. Clairement, il y a une différence entre les deux. Et donc si je passe à la petite question suivante, est-ce que pour Eddington, la table scientifique, elle est colorée ou incolore? Clairement pour lui, je pense que vous avez pigé, elle est incolore. Les objets scientifiques sont pas colorés. Ils ont des propriétés physiques qu'on peut appeler couleurs, mais ce sont pas des couleurs au sens ordinaire telles qu'on les perçoit dans notre expérience. C'est bon? Ouais. Ouais. Du coup, on peut descendre dans le diapo si vous avez suivi. Donc là, c'est descend encore. Là, j'ai viré ça aussi dans la dernière version. Faut que je change. Faut que je vous donne la même version. Tu peux descendre. J'ai tout changé, j'ai tout simplifié. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'Eddington accepte cette thèse? Et du coup, c'est à cause d'une position de Galilée sur la mathématisation du monde. Je pense que vous avez tous pigé ça. C'est l'idée que la nature est écrite en langage mathématique. Et donc là, je vous avais mis un petit texte de Galilée. Je vous le laisserai lire pour ceux qui veulent voir ça. C'est un texte vraiment hyper classique. Et donc la question c'est, est-ce que
La question, c'est pourquoi est-ce qu'Eddington sépare les deux tables? Et donc, la première question que je vous ai mis dans le QCM, c'est... Ah, il y a vraiment beaucoup de bruit, c'est hyper chiant. La première thèse, c'est... en plus, si je supprime mon... Ouais. Du coup, est-ce que Galilée est réaliste? Oui, il est réaliste, parce qu'il pense que la science peut décrire la nature de la réalité. Donc c'est la première réponse qui est bonne. Et il y a la dernière réponse qui est bonne aussi, c'est pourquoi il pense que la science peut décrire la réalité, c'est parce qu'il pense que la structure de la réalité, elle est accessible ou compréhensible pour une raison simple, c'est que la structure de la réalité, c'est une structure mathématique. Donc il dit les humains, ils sont capables de... Ils utilisent les mathématiques, ils comprennent les mathématiques, ils appliquent les mathématiques à la réalité. Et du coup, de fait, comme on est capable d'utiliser les mathématiques et que la réalité est une structure mathématique, bah, du coup, on peut la comprendre. Ce qui fait que la réalité est compréhensible, c'est le fait que sa structure soit mathématique. Si elle n'était pas mathématique, on n'y pigerait rien, on comprendrait rien. Mais il se trouve que c'est bien fait. La réalité étant mathématique, on peut la comprendre. Donc, dans Galilée est-il réaliste? Oui, il pense que la science peut décrire la nature de la réalité, et il pense que la réalité est intelligible, compréhensible, que sa structure est connaissable et tout ça. Ça, c'est une idée, enfin, je pense que vous l'avez... ben, si vous avez suivi un petit peu, quand on envoie des sondes dans l'espace, souvent on met des messages à destination des éventuels extraterrestres qui pourraient la capturer. Et souvent, les messages qui sont enregistrés ou écrits, le plus souvent, ce sont des enregistrements, ce sont des messages mathématiques. Pareil, quand on envoie des messages, il y a un projet, j'ai oublié son nom, mais c'est aux États-Unis qu'ils ont fait ça. Je crois que c'est SETI. Ils envoient des messages dans l'espace avec des radiotélescopes. C'est pareil, ils envoient des séquences en fait qui correspondent à des structures mathématiques. Parce qu'on suppose que les extraterrestres, même s'ils diffèrent de nous, ils pourront comprendre nos maths. Tout le monde comprend les maths, puisque c'est le langage universel Ouais, mais du est-ce réel. qu'ils comprendront les symboles? Ils comprennent pas forcément les symboles, mais c'est pour ça que tu n'utilises pas de symboles. Par exemple, je crois que dans les messages par radiotélescope, ils envoient des séquences, tu sais, qui ont un certain rythme en fait, une certaine structure. Et donc du coup, on suppose qu'ils sont capables de détecter la structure du truc qu'on leur envoie. Et du coup, ce qui compte, c'est pas les symboles, c'est la structure. Je sais pas si je suis clair. En fait, on fait des structures qui sont suffisamment complexes pour que les gens se disent ah mais ça doit pas être une structure qui est apparue par hasard ou physiquement simplement dans l'univers. C'est une structure qui doit avoir un inventeur. Tu vois, c'est Ouais, comme, ok. c'est comme l'argument du dessin, mais appliqué aux extraterrestres, quoi. Et pareil, quand SETI, ils essaient de détecter des messages de l'espace, je sais pas si vous avez vu, je crois que c'était l'année dernière. Il y a des gens qui ont reçu un message qui était hyper structuré, justement, soi-disant en provenance de l'espace. Donc, ils ont cru à un instant qu'ils avaient capturé un message extraterrestre. Puis, je crois que c'était le micro-ondes du laboratoire, en fait, qui envoyait des trucs avec une certaine structure, etc. Ils s'en sont aperçus après. Mais l'idée, voilà, c'est que s'il y a une structure mathématique, c'est qu'il y a un inventeur derrière qui a conçu cette structure. Et ça peut pas être simplement ou juste l'univers lui-même qui t'envoie des messages. Ok, Même si l'univers est structuré mathématiquement. C'est bon hein, l'idée du coup. Du coup, si on descend un petit peu dans le diapo là, je sais pas, j'espère que j'ai gardé la bonne version. Ouais. Bon, ça, je pense, c'est un petit truc historique, mais vous devez le savoir. Ça se trouve, M. Chaffard vous l'a expliqué, mais est-ce que Galilée il pense qu'on peut mettre en équation le mouvement des objets terrestres? Clairement, oui. Et je pense que vous avez même appris les équations qu'il a, qu'il a formulées. Donc l'idée de Galilée, en fait, qui était vraiment importante, là c'est vraiment le petit point historique, c'est qu'avant lui, je pense que vous le savez, il y a la physique, ça concernait pas, par exemple, tout ce qui était au-dessus de la Lune, Lune comprise. C'est-à-dire que la Lune et toutes les planètes étaient conçues comme des sphères, mais vraiment parfaitement sphériques, quoi, lisses, et qui avaient des mouvements géométriques parfaits. Et donc du coup, pour tous ces objets qui étaient surlunaires, on pouvait appliquer les mathématiques, et donc c'était l'astronomie en fait, et on appelait les astronomes des mathématiciens. Et du coup là, on pouvait appliquer les mathématiques et faire des descriptions de ces objets parfaits. Par contre, pour tout ce qui est sublunaire, là c'est le monde de la physique, on va dire. Là, il n'y avait pas de maths. C'est-à-dire que c'est de la physique un petit peu spéciale. Peut-être que vous connaissez, mais du coup, la Terre était au centre du monde. Chaque, comment on va dire, élément, je vous ai mis les 4 là, air, feu, terre, eau, il y en a un cinquième en fait qui constitue les planètes, mais chaque élément a sa place dans l'univers. Il y a un haut et un bas dans l'univers. C'est-à-dire que
ce que vous considérez être le haut, c'est le haut de l'univers aussi. Enfin, ça va vers le haut à chaque fois. Et donc, du coup, vers le haut, par exemple, le feu monte, donc il se dirige vers le haut, c'est sa place naturelle. La terre tombe parce qu'elle va vers son lieu naturel, etc. Et donc, les mouvements étaient décrits de façon très, on va dire, on pourrait dire phénoménologique, quoi. Ouais, on décrivait les choses telles qu'elles semblaient apparaître, sauf que, j'en ai parlé dans la vidéo, mais j'ai pas détaillé. Ils faisaient à l'époque la différence entre ce qu'ils appelaient le mouvement violent et le mouvement naturel. Par exemple, quand vous faites quitter quand vous prenez un objet qui est constitué d'un élément et que vous le balancez dans le sens contraire du lieu où il veut aller, par exemple, vous prenez, je sais pas, une balle et vous la tirez en l'air. Donc là, c'est un mouvement violent parce qu'il est contraire il s'écarte de son lieu naturel. Et après, il va revenir vers la terre. Et donc là, ce sera un mouvement naturel. Et voilà, il y a plusieurs descriptions du truc, mais a priori, c'était pas trop inquiété du mouvement de l'objet, de la façon dont l'objet retournait vers la terre. Et donc, du coup, il y avait des problèmes pour décrire ce retour parce que a priori, quand l'objet avait atteint son maximum en hauteur, théoriquement, il aurait dû revenir tout droit vers la Terre. Il n'aurait pas dû, décrire une trajectoire parabolique, vous voyez? Donc c'était un peu problématique et c'est pour ça que les maîtres de Galilée, enfin ses profs, ils ont commencé à comme il y avait des boulets de canon, ils ont commencé à réfléchir sur, la description réelle des mouvements des boulets de canon et Galilée s'est inspiré de ça après. Donc du coup, vous connaissez, hein, il a essayé de décrire les mouvements, les mouvements à la surface de la Terre. Donc avant lui, par exemple, les gens pensaient que des objets de poids différents, enfin poids, c'est pas le sens moderne de poids, mais poids intuitif, tombaient pas à la même vitesse et tout ça. Donc lui, il a dit que si, ils arrivaient tous en même temps sur la Terre, etc. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de Ouais, questions? C'est bon. Et après, du coup, une fois que Galilée a fait ça, ça, vous connaissez la suite. Du coup, Newton a utilisé ces lois, il les a appliquées. Il a aussi renouvelé les lois, il les a développées, etc. Puis il a considéré que les mêmes lois valaient pour les objets terrestres et les objets célestes. Et donc, du coup, il n'y avait plus de différence entre sublunaire et surlunaire. L'espace aussi, il n'y avait plus de haut et de bas, mais il était, on dit isotrope, c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques partout dans l'espace. Et donc, les mêmes lois s'y appliquent. Bon, après, il y a le petit truc avec les référentiels, etc. Il faut bien choisir ses référentiels, mais une fois que vous avez bien choisi les référentiels, du coup, les lois sont les mêmes dans tous les référentiels et dans toutes les parties de l'espace. Et donc, c'est très pratique et la réalité a bien une structure mathématique. Ce qui permet de passer à la question suivante du QCM. Que veut dire que la nature est écrite en langage mathématique? Que la réalité a une structure mathématique. Ça, c'est le premier point, c'est juste. Que les mathématiques permettent de décrire la réalité. La troisième, c'est faux par contre. Il y a des gens qui soutiennent ça, hein. Il y a des gens qui pensent que le monde matériel n'existe pas et que seul le monde des maths existe. Et le monde réel, c'est une espèce d'illusion qui est projetée par-dessus, mais c'est pas la thèse de Galilée. Et quatrième, que les objets réels ont des propriétés mesurables et quantifiables, ça c'est correct aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Galilée il supposait que la réalité était mathématique. C'est précisément parce que les objets mesurables et quantifiables, toutes les personnes dotées des mêmes instruments de mesure font les mêmes mesures et quantifient de la même façon. Donc, les mesures, elles sont les mêmes pour toutes les personnes. Quand il y avait une distinction de monde sublunaire et monde surlunaire, les mêmes lois physiques valaient-elles partout? Ben oui. Ah pardon, je me suis trompé, c'est non, pardon. Erreur. Si vous avez suivi, vous avez compris. Pourquoi les propriétés mathématisables sont-elles tenues pour réelles? C'est ce que je viens de dire, parce qu'elles peuvent être mesurées par tout le monde de la même façon. Par contre, la deuxième réponse, parce que les mathématiques sont des vérités nécessaires, elle est fausse. Ça explique pourquoi en maths, ce qui a été découvert par Pythagore, c'est toujours valable aujourd'hui en fait. C'est que contrairement à la physique où parfois on découvre des nouvelles choses et on change de théorie, en maths, une fois que la découverte est faite, elle est faite pour toujours. Et la troisième réponse, elle est fausse aussi, parce que du coup, parce que les propriétés mathématiques sont des propriétés réelles, c'est vrai cette phrase, mais si on disait ça répond pas à la question de pourquoi, parce que sinon il y aurait une pétition de principe, il me semble. Donc du coup, on peut descendre et puis comme ça, on avance. Je sais pas si je suis clair jusque là, parce que c'est un peu bizarre. En thèse 2, on fait pas comme ça, il pose des questions et je réponds. Donc la mathématisation du monde, ça on a fait, on peut descendre. Du coup, le point crucial,
du cours, c'est un peu cette distinction entre les qualités premières et les qualités secondes. C'est une distinction qui a été faite par Galilée, mais par plein d'autres gens aussi, après lui. Alors, il y a plein de façons de la faire, mais on va faire, enfin, j'ai fait dans le cours la distinction de Galilée parce que c'est la plus simple et c'est celle qui est, aujourd'hui, on peut descendre. Enfin, le texte, vous le lirez, c'est un texte classique aussi, voilà. Par contre, là, ouais, du coup, le petit tableau, du coup, c'est la liste des différentes qualités. Donc, les qualités premières, il y a la forme, la taille, la position, le mouvement et le repos, le nombre, la solidité. Les qualités secondes, donc saveur, odeur, goût, son, couleur, froideur, chaleur. Et donc, du coup, il y a deux types de qualités. Les qualités premières, si vous avez pigé, c'est les qualités réelles des objets, c'est-à-dire celles sans lesquelles les objets ne seraient pas des objets matériels. Et les qualités secondes, c'est des qualités qui sont seulement des qualités des sensations, voire chez Galilée, ce sont peut-être même des sensations carrément. Et donc, ce sont des qualités apparentes. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a des gens qui conservent toujours, enfin c'est une vieille distinction, hein, mais que beaucoup de gens conservent aujourd'hui. Sauf que du coup, la liste des qualités premières, elle a changé. Parce qu'au temps de Galilée, et enfin 17e, 18e siècle, enfin jusqu'en gros quasiment à la physique quantique, tous les objets étaient censés avoir des qualités premières. Par exemple, les objets microscopiques comme les atomes, ils avaient une forme, une taille, une position, tout ça. Et on supposait aussi que l'espace, c'était quelque chose de réel, etc. Et donc les formes, tout ça, c'était des propriétés réelles. Mais du coup, la physique ayant changé, si les qualités premières sont des qualités fondamentales de la matière, et ben du coup, on peut changer la liste. C'est-à-dire que les qualités fondamentales de la matière, c'est peut-être pas la forme, la taille, la position, le mouvement, le repos et tout ça. Et donc, il y a des gens qui disent aujourd'hui que par exemple le temps, même l'espace parfois, c'est dans les qualités secondes. C'est-à-dire que c'est pas des propriétés réelles des objets, c'est des propriétés apparentes que nos du coup systèmes de perception leur attribuent, mais qu'ils ne possèdent pas. Je sais pas si c'est clair ça, parce que c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc si on est dans le QCM, les qualités suivantes sont-elles premières ou secondes? Le mouvement et la forme, c'est des qualités premières. Ouais. C'est bon? Donc les qualités suivantes, ouais, c'est des mouvements, forme, c'est des qualités premières. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont quantifiables et mesurables, donc là, pas de souci. Et est-ce que les qualités premières, si on passe à la petite, vignette suivante, des définitions. Est-ce que les qualités premières, du coup, c'est des qualités attribuées illusoirement au corps? Non, parce que clairement, ce sont des propriétés réelles des corps. Si vous relisez le texte de Galilée que j'ai mis plus haut, il dit qu'il peut imaginer, un corps qui ne serait pas coloré, ou un corps qui aurait pas de goût, ou un corps qui aurait pas d'odeur. Par contre, il peut pas imaginer un corps qui est sans forme. Il dit ça, ouais, il dit par aucun effort d'imagination, je ne puis la séparer de ces conditions. Donc les conditions, c'est le fait que le corps soit en contact, qu'il occupe un lieu à tel moment et tout ça. Par contre, il dit qu'elles doivent être blanches ou rouges, amères ou douces, sonores ou sourdes, d'odeur agréable ou désagréable. Je ne vois rien qui contienne l'esprit nécessairement accompagné de ces conditions. Et donc du coup, il distingue vraiment les propriétés réelles des corps, sans lesquelles les corps ne seraient pas des corps, et des propriétés illusoires des corps. Ça, ce sont les qualités secondes. Et donc si on repasse sur le petit QCM sur le côté, perçons-nous les qualités secondes comme des propriétés réelles des corps, comme des propriétés existant indépendamment de nous? On les perçoit indépendantes de nous, mais c'est illusoire. Par exemple, si vous avez, je crois que j'ai pris l'exemple d'un stylo, si vous avez quelque chose qui est coloré face à vous, vous percevez la couleur comme étant sur l'objet, mais pour Galilée, en fait, la couleur telle qu'elle apparaît, en tout cas, elle est pas sur l'objet, elle est dans votre tête. Donc c'est la deuxième réponse qui est correcte. Donc la première est fausse parce que ce sont pas des caractéristiques réelles des corps et Mais c'est pas selon Galilée, ça, c'est tout le monde comme ça, non? ouais, maintenant c'est pour ça que je vous ai dit que le cours était un bizarre, c'est que du coup maintenant c'est la thèse standard, ouais. Mais le premier qui l'a dit, c'est Galilée. Au Ouais. sens où avant Galilée, par exemple, si tu prends Aristote ou des gens comme ça, eux ils pensaient vraiment que les corps, enfin que les corps étaient colorés, hein. Que c'était des propriétés, enfin que les couleurs étaient vraiment des propriétés des corps et que c'était pas du tout illusoire. Ah, OK. Surtout que par exemple les trucs comme le daltonisme ou des choses comme ça, enfin l'idée que des gens différents perçoivent des couleurs différentes, ça a été découvert hyper tard. Je sais pas, le daltonisme par exemple, enfin le nom, je pense que vous savez, c'est un Dalton qui était un chercheur, je sais pas s'il était ophtalmologue ou quelque chose comme ça. Il a découvert ça au 19e siècle, hein, le daltonisme. C'est-à-dire, en fait, les daltoniens, enfin, on peut voir parfois qu'ils ont des soucis quand ils choisissent enfin, des couleurs, etc. Mais
enfin, grosso modo, ils utilisent les mêmes noms de couleurs que nous, etc. Donc ils sont plus ou moins indétectables. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'on savait pas. Et enfin, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui critiquent cette thèse de Galilée. Hein. Donc il y a des gens qui la contestent en ce moment. Mais c'est la Quoi, thèse standard. le truc des Li- couleurs, là? Ouais, sur le fait Mais que ce soit des illusions et tout ça. Ouais. ils ont arrêté l'école au collège ou quoi? Non, parce qu'il y a plein d'arguments pour dire ça, ouais. Parce que la thèse de Galilée, elle est sympa, mais on verra dans le cours suivant, elle pose plein de problèmes. Donc voilà. On verra. C'est par exemple les thèses émergentistes précédentes, etc. Et, enfin, c'est une façon de soutenir ça. C'est assez compliqué. Après, il y a des problèmes aussi avec le- la possibilité de percevoir les choses telles qu'elles sont et tout ça, mais voilà. Après, il y a des versions plus radicales que Galilée, hein, parce que Galilée, à la limite, il croit quand même que les corps, ils ont des propriétés enfin, il croit que certaines propriétés perçues des corps sont des propriétés réelles. Par exemple, il pense que la forme, c'est vraiment une propriété réelle des corps. Donc, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que même les formes ou des choses comme ça, c'est des propriétés illusoires. Donc ça va. Enfin, il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans une espèce de grosse illusion et on ne sait absolument pas à quoi ressemble la réalité elle-même. Donc il y a des versions beaucoup plus radicales de Galilée, puis des versions qui le sont moins. On verra ça après. Du coup, la qualité première, du coup, on a fait la différence. Donc l'argument de la science, je prends le QCM. Est-ce qu'il dit que seules les propriétés modélisées dans les théories scientifiques fondamentales sont réelles? Bah oui, c'est ce qu'il dit en fait. L'argument, il est simple, il dit à quoi on reconnaît qu'une propriété est réelle. Une propriété, elle est réelle si elle permet à la science de fournir une explication des phénomènes. C'est le critère en fait. Si vous arrivez à fournir une explication avec une propriété, une explication fondamentale, bah, c'est que c'est réel. Si c'est pas dans une explication fondamentale, c'est pas réel. Et c'est pour ça que le petit 2 aussi dans le QCM, il est vrai. C'est qu'à l'époque, du coup, il pensait que les propriétés réelles, c'était des propriétés mécaniques. Une explication mécanique, je pense que vous le savez, mais vous le rappelez, c'est une explication qui, je crois que je le disais dans la vidéo aussi, c'est une explication qui procède par contact. Donc, typiquement, une explication mécanique, vous prenez des rouages. Les rouages, si vous n'avez pas une conception physique profonde des rouages, ben, vous avez des surfaces en contact et puis une surface, enfin, un objet fait bouger l'autre à l'aide du contact de ces surfaces. À l'époque, toutes les explications physiques, c'était mécanique. Et donc, les propriétés réelles sont les qualités premières parce que ce sont des propriétés mécaniques et qui permettent d'expliquer tout ce qui était explicable. Et la troisième est juste aussi, puisque les qualités secondes, comme elles ne sont pas mobilisation scientifique, ou c'est pas des propriétés réelles. Et je vous avais mis un petit exemple, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pigé là, avec ma tarte au citron toute mal dessinée, mais l'idée était assez simple. Et cet exemple, c'est un exemple du 17e. Du coup, l'idée, c'était que si vous prenez une tarte au citron, le goût et l'acidité de la tarte au citron, du coup, ils sont dans votre tête, c'est des sensations. Et dans la tarte au citron, vous avez que les causes de ces sensations. Et donc, du coup, ces causes, elles ont des propriétés géométriques. Et Hobbes, il disait, par exemple, les petites molécules acides, elles sont triangulaires et les petites molécules sucrées, elles sont rondes. Donc, c'était très imaginatif. Mais aujourd'hui, enfin, il faut savoir que les molécules odorantes, les molécules de goût, elles ont une certaine forme en fait, et c'est leur forme qui fait qu'on les saisit ou non, parce que nos capteurs, ils ont aussi des formes. Et en fait, si les formes des molécules sont compatibles avec les formes de vos capteurs, enfin, elles rentrent dedans, vous sentez, sinon, non. Il y avait un produit, je sais pas si ça existe encore avant, anti-odeur. Vous projetiez ça dans vos toilettes ou dans un truc qui pue, et du coup, les molécules du truc anti-odeur se combinaient aux molécules odorantes, elles changeaient leur forme, et du coup, en fait, vous respiriez toujours les saloperies, sauf que la forme de la molécule ayant été changée chimiquement, ils pouvaient plus se connecter dans vos capteurs et vous sentiez rien. Et donc l'idée là derrière cet exemple, c'est que ce qui permet l'explication, c'est vraiment les propriétés mécaniques, donc les formes, les mouvements, etc. Et c'est pas les propriétés telles qu'elles apparaissent dans les sensations. Et après, du coup, là, faudrait descendre dans le diaporama, mais c'est pas le bon, donc j'ai sauté Newton et les couleurs, mais c'est pas grave. Par contre, là, le petit truc de l'arbre, après, enfin, c'est un truc hyper connu. Pour Galilée, par exemple, si vous avez un arbre qui est au milieu d'une forêt et que du coup la branche se casse, s'il n'y a aucun sujet percevant autour, s'il n'y a personne qui est capable d'entendre le son, il n'y a pas de son. Il y a une onde sonore. Alors l'onde sonore, on peut l'appeler son, mais pour lui, c'est pas le son au sens réel du son. Pour lui, le son, c'est la sensation de son. Donc l'onde sonore, c'est la cause physique du son. Donc elle est là, la cause physique, forcément, même quand vous n'êtes pas là. Par contre, le son n'est pas là. Il y a de son que quand il y a quelqu'un qui est là aux alentours
pour entendre ce son. Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est vraiment Et classique. s'il y a un animal? Ouais, vas-y. Si l'animal, après ça dépend de la conception que tu as de l'animal, mais avec la conception qu'on a de l'animal aujourd'hui, si ton animal il est capable d'entendre des sons et qu'il a conscience des sons, Mmh. faudra voir ce que c'est quand. Bah, du coup, il y a un son aussi s'il y a un animal, ouais. Mais Ouais, du s'il y a coup, un koala, c'est bon, ouais. du coup, il y a forcément des sons parce qu'il y a des insectes. Après les insectes, alors s'il y a des insectes, ouais, après il faut que les insectes ils puissent entendre les sons et c'est pas gagné pour tous les insectes. Je suis pas sûr qu'ils soient tous sensibles aux ondes sonores. Après ils sont sensibles à d'autres trucs souvent, mais pas sûr qu'ils soient sensibles aux ondes sonores. Ouais, c'est juste. Mais ouais, tant qu'il y a quelque chose. En fait, l'idée de Galil, elle est simple, c'est que si tu imagines qu'il y a juste les ondes sonores, je sais pas, tu pourrais foutre un arbre dans un laboratoire où tu as tué tous les insectes et tout ça, et t'écartes tout le monde du laboratoire. Mais si t'as que l'onde sonore, t'as pas de son, quoi. Pour qu'il y ait son, faut qu'il y ait quelqu'un qui entende le son, puisque le son, c'est la sensation. C'est bon? Ok. Donc, dans l'exemple du son et de l'arbre, il n'y a pas de son s'il n'y a pas de sujet percevant alentour. Ça peut être des insectes, tout ce que tu veux, enfin, tant que c'est capable de produire une sensation de son. Mais pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait une sensation. C'est vraiment sa thèse, c'est ça, c'est que les qualités secondes, elles n'existent que dans l'esprit des sujets percevants. C'est bon, hein, ouais. Ok. Et ce qu'il dit, en fait, ça, c'est l'argument le plus classique pour la relativité des sons. Et il y a des gens qui l'avaient donné cet argument depuis l'Antiquité, hein, mais ils n'avaient pas gagné, en fait, ils étaient minoritaires. Il y avait Démocrite, je ne sais pas si vous connaissez Démocrite, c'était un des premiers atomistes, avant Socrate, je crois que c'était en moins 600, moins 500, je ne sais plus, enfin, ouais, il y a très longtemps, du coup. Il avait déjà une conception atomiste comme ça, et du coup, lui aussi, il disait que, par exemple, les couleurs, les sons et tout ça, c'était pas des propriétés réelles des corps. La seule réalité, c'était les atomes et le vide. Sauf que bon, pendant longtemps, personne ne l'a écouté, et donc, du coup, voilà. Mais quand Galilée est revenu, il a repris cette idée que, du coup, il y avait une différence entre deux types de qualités. Et comme Galilée a produit une science qui était assez efficace et très bonne, du coup, il a fini par gagner et on a fini par accepter les thèses de Démocrite. Et c'est très beau, cette amélioration de mes dessins. Ouais, j'espère que vous avez enregistré ça. Ouais. Il y a un moment, j'avais dessiné Tommy plein de fois et tout, mais j'avais fait ses petits cheveux. Et je voulais appeler mon personnage Tommy, mais je pense que je le ferai dans une prochaine. Ouais, faut ce qu'il faut, on s'occupe. Donc, l'argument de la relativité, par contre, ouais, du coup, on va laisser finir le dessin, mais après, il faudra descendre dans le diaporama. Par contre, si c'est Tommy, c'est assez réussi. Donc, l'argument de la science, on vient de le faire, c'est bon. L'argument de la relativité, c'est un vieil argument aussi que. C'est dommage qu'il n'y ait pas Monsieur Chaffard, parce que je crois qu'il est daltonien, mais il y a un petit test de daltonisme à droite, là. Je sais pas si vous le voyez, mais. Monsieur Noah, il est daltonien. C'est vrai? Bah, du coup, Noah, je sais pas s'il voit la même chose que nous à droite, alors. Mais après, je sais pas si j'ai bien pris le truc. Ouais, joli personnage. Avec le test avec les. Ouais, les tests avec les ronds. Ouais, je le connais. Ah, tu le connais? Ok, il y en a plein, hein, ouais. De toute façon, c'est souvent des garçons. Ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Mais c'est marrant en plus. Parce au lycée, il y en a plein, ouais, c'est tous des gars, et c'est tous des profs de sciences. C'est assez étonnant. Ouais. En physique, je crois qu'ils ont un bon panel et il y en a en maths aussi. Mais bon, peu importe. On va pas donner d'infos croustillantes sur les collègues. Donc l'argument de la relativité, c'est un argument hyper classique, ouais, qui est très ancien. Et après, il est renforcé par exemple par la découverte du daltonisme et la découverte de mécanismes différents. Il a même sans doute conduit à la découverte de ces mécanismes. Mais du coup, l'idée du... Ah ouais, Tommy, il est top là. Par contre, Tommy est pas blond en vrai, mais... Enfin si, il est blond. Là, c'est un châtain, ouais. Ouais. C'est très réussi. Ah, c'est du roux, ouais, carrément. Ok. Mais j'ai pas vu qu'il était roux, Tommy. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas vu que Tommy était roux, mais chacun son truc. C'est roux, Tommy. Attends la sortie, Eline. Ah, tu vas avoir dur, faut attendre longtemps pour la sortie. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ouais, si on prend l'argument de la relativité, l'idée elle est assez simple. Je vais le faire avec le saut parce que c'est l'argument le plus classique. Et c'est parce que c'est le plus ancien aussi, ça marchait déjà. Si vous mettez votre main sous l'eau chaude et votre main sous l'eau froide et que vous plongez vos deux mains dans une eau tiède, donc la tiédeur, on peut la mesurer. J'ai dit ça dans la vidéo parce que la tiède, enfin, si vous mesurez la température c'est une propriété physique du coup mesurable.
Alors que la tiédeur, tout ça, c'est un peu une sensation subjective. Mais du coup, si vous avez passé votre main dans l'eau chaude et que vous la plongez dans l'eau tiède, normalement, vous la sentez comme étant froide. Et pareil, si vous avez mis votre main sous l'eau froide et que vous la plantez dans l'eau tiède, vous allez sentir que l'eau est plus chaude. Et donc, du coup, vous avez une variation des sensations en fonction de la constitution du sujet percevant ou de la constitution des parties du sujet percevant. Et donc, l'argument de la relativité, est-ce qu'il montre que certaines propriétés ne sont pas liées à la constitution du sujet tandis que d'autres le sont? L'idée, c'est que oui, les qualités secondes, c'est la première réponse du coup. Les qualités secondes, elles sont déterminées par la constitution du sujet percevant. Les qualités premières, par contre, ne le sont pas. Donc là, après, il y aurait plein de discussions, il y a plein d'arguments compliqués, mais voilà. Et les qualités premières, elles sont pas déterminées du coup par la constitution du sujet percevant et tout ça. Et donc l'argument de la relativité, je sais pas si on descend un petit peu le truc. Par contre, là, c'est pas la dernière version, je l'ai amélioré sur la version, donc vraiment que je mette le bon. Parce que là, c'est pas bien du tout. L'idée, c'est que donc un objet, il paraît avoir des propriétés de même type différents pour un observateur doté de sens différents ou des parties d'observateurs. Le principe de contradiction, il dit qu'un objet, il peut pas avoir des propriétés de même type contradictoires. Par exemple, il peut pas être entièrement rouge et entièrement vert. On peut pas dire quel est le sujet percevant qui a raison, parce que pour les qualités phénoménales, enfin les qualités telles qu'elles apparaissent, on ne peut pas effectuer de mesure. Si je prends l'exemple du daltonisme, par exemple, du coup maintenant que je sais que Noah est daltonien, je peux prendre lui comme exemple. Si vous me mettez moi je suis un peu, moi je vois pas les mêmes couleurs des deux yeux en fait. Donc, ça va être un problème, mais il y a sans doute quelqu'un de normal dans cette classe. Donc si vous prenez quelqu'un de normal qui a des yeux normaux et que vous mettez à côté de Noah, qui du coup a une perception qui est pas normale, bon c'est plus une question de quantité, parce que si tout le monde était comme Noah serait le sujet percevant normal. Mais du coup, si vous mesurez les ondes lumineuses qui vont aux yeux de Noah et les ondes lumineuses qui vont aux yeux du sujet percevant, vous allez avoir la même mesure. Donc là, on sera d'accord sur le fait que c'est les mêmes ondes lumineuses qui parviennent aux yeux. Par contre, on ne pourra pas déterminer, mesurer en fait ce que la sensation de Noah et mon sujet percevant. Donc on peut pas dire quel observateur a raison. Et comme on n'a pas d'autre raison que la perception d'attribuer des qualités secondes aux objets, là, normalement, dans la version finale, j'ai mis une meilleure version de l'argument. C'est une espèce d'argument à la meilleure explication. La meilleure explication du fait que les gens perçoivent des choses différentes, si on n'a pas le moyen de dire si c'est objectif ou pas, c'est de dire qu'en fait le sujet, en tout cas le corps du sujet, il crée des sensations différentes dans chaque corps. C'est bon l'idée? Ça c'est tout con. Mais ouais. Ouais, du coup jolis yeux. Ouais. Il y a des talents cachés, Eline. C'est beau. Après, il y a l'argument de la ressemblance. Plus compliqué, je sais pas si vous avez tous pigé, mais il est aussi classé. Là, faut descendre encore, parce que du coup, c'est pareil, c'est pas la bonne version. Donc, faut que je change ça pour cet après-midi, en tout cas. L'idée de l'argument de la ressemblance, c'est assez con. Hein. C'est les objets qui sont perçus par la vue, en tout cas, sont des objets qui sont à distance. C'est un peu différent pour le toucher, mais c'est un peu plus compliqué. Mais les objets sont à distance, et du coup, ils vont interagir avec les surfaces de nos organes sensoriels. Pour la vue, c'est la rétine. Et du coup, la question que se sont posées en fait les gens au XVIIe siècle, c'est comment, du coup, ces informations, elles étaient transportées. Et pour eux, le transport, ça pouvait se faire que de façon mécanique. Donc du coup, il fallait que, par exemple, la lumière exerce une pression sur l'objet. Quand elle tombe sur l'objet, il modifie la lumière, les propriétés mécaniques de la lumière. La lumière parvient à nos yeux. Cette lumière, elle modifie les propriétés mécaniques de nos yeux. Et du coup, il y a une image rétinienne qui se fait. Mais cette image rétinienne, elle peut pas porter toutes les informations. Elle peut porter des informations un peu de structure. Par exemple, s'il y a un objet qui traverse votre champ visuel, cet objet, il va modifier, il modifie la structure de l'espace réel. Enfin, il parcourt l'espace réel. Et du coup, sur votre rétine, du coup, il va y avoir une modification de l'espace rétinien. Et du coup, c'est de la structure, enfin, c'est de la géométrie projective, mais vous pourriez associer chaque point de la rétine à un point de l'espace réel. Et donc, du coup, il y a une ressemblance entre l'image rétinienne et puis les objets réels qui sont au fond. Et donc, du coup, pour ce qui est des propriétés, des qualités premières, il y a vraiment une ressemblance entre l'image rétinienne et les qualités premières externes. Et donc l'image rétinienne, elle porte vraiment des informations sur les qualités premières. Donc après, quand vous avez des sensations de qualité première, ces sensations de qualité première, elles portent vraiment des informations sur des objets à distance. Par contre, sur les qualités secondes, l'idée classique, c'est que les qualités secondes, telles qu'on les perçoit, elles peuvent pas porter des informations mécaniques, ce ne sont pas des propriétés mécaniques. Et donc du coup, elles peuvent pas faire des différences sur la rétine. Alors du coup, sur la rétine, on pourra apparaître des différences, par exemple,
luminosité ou des choses comme ça, donc des différences, ça c'est des propriétés structurelles. Par contre, ça vous donnera aucune information sur la qualité, je sais pas, de tel rouge, tel jaune, tel vert, etc. Et donc, ce qui fait l'essentiel de la qualité seconde, donc ces caractéristiques phénoménales, la façon, l'effet qu'elles vous font, c'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est produit par votre cerveau, par votre esprit. À l'époque, ils disaient souvent que c'était l'esprit qui le faisait. Voilà. Et donc l'argument de la ressemblance, pourquoi on suppose que les idées de qualité première ressemblent aux propriétés des objets? C'est parce que les propriétés des objets sont mathématiques, elles ont une structure qui peut se transmettre mécaniquement jusqu'à la rétine. Et l'image sur la rétine, elle partage certaines caractéristiques structurelles avec l'objet. Donc on pourrait projeter des points de la rétine sur des points de l'objet, etc. Et la deuxième est correcte aussi, parce que l'information qui permet de former les représentations, donc les représentations qui sont dans votre cerveau, dans votre esprit, elle se trouve sur la rétine, qui peut porter des informations fiables sur des objets distants. Et la troisième est juste aussi, c'est des propriétés qui ont une certaine structure. Donc les trois marchent et constituent un argument. Et dans l'argument de la ressemblance, pourquoi suppose-t-on que les idées de qualité seconde ne ressemblent pas aux propriétés des objets? Parce que les propriétés secondes, elles n'apparaissent pas comme des propriétés mécaniques dotées d'une structure interne qui puisse produire des effets sur le milieu qui transmet les informations à la rétine, ça c'est juste. Parce que la rétine, elle porte pas d'informations sur les qualités secondes, c'est juste aussi. Elle emporte un petit peu des informations sur les différences, mais c'est tout. Monsieur, Et ouais, comme il y a une explication aux couleurs dans les ouais, molécules avec les liaisons conjuguées et que ouais, la définition d'une... ça a coupé le son. Ah oui, et comme l'explication d'une cause première, c'est d'avoir une explication scientifique, pourquoi on ne Ouais. considère pas les couleurs du coup comme une cause première? Bah là, il y aurait plusieurs enfin là, ouais, du coup, c'est le dernier point. Parce que l'essentiel pour une qualité seconde, c'est son contenu qui est dépourvu de structure mathématique et mécanique susceptible d'être transporté de l'objet à la rétine. Ça, c'est vrai aussi pour l'explication. Donc l'idée, c'est que alors, il y a deux réponses possibles en fait. Je te fais la plus, je fais déjà la plus simple, et après je fais la plus compliquée, qui était celle de l'époque. La plus simple, c'est de dire oui, effectivement, il y a des explications physiques des couleurs. Alors la question après, c'est qu'est-ce que tu expliques quand tu donnes une explication physique de la couleur? Si tu es galiléen, une explication physique de la couleur, ou si tu es newtonien aussi, parce que Newton disait la même chose, c'est en fait tu vas chercher la cause de ta sensation en fait. Et donc il y a forcément des causes des sensations. La façon la plus simple de faire le truc, c'est de montrer, par exemple, aujourd'hui on le sait, que tu peux avoir les mêmes sensations de couleur à partir de causes physiques radicalement différentes. Par exemple, on sait que des combinaisons de longueurs d'onde différentes, mais vraiment différentes, hein, tu les mesures, elles sont vont donner la même sensation de couleur. C'est-à-dire qu'il y a une couleur perçue, peuvent être associées plusieurs couleurs physiques. Je sais pas si je suis clair. Et donc dans ce cas-là, ça montrerait bien que la couleur telle qu'elle est perçue, la couleur telle qu'elle apparaît dans l'expérience, elle correspond pas à des propriétés physiques différentes, puisqu'une même couleur peut tenir lieu de plusieurs propriétés physiques différentes. Je sais pas si ça c'est la première réponse, c'est de dire en fait il n'y a pas de relation 1 à 1 biunivoque si vous voulez ou de bijection entre les couleurs perçues et les couleurs physiques. Et donc la couleur perçue de toute façon c'est toujours une construction. La deuxième explication, c'est en supposant par exemple qu'il y ait une relation des couleurs perçues et des couleurs physiques, que pour chaque couleur perçue, il y ait une couleur physique derrière. C'est ce que pensait Newton par exemple. Enfin, si vous vous rappelez avec l'expérience du prisme, enfin lui il faisait pas comme nous, hein, parce qu'il pense, enfin, on a amélioré l'interprétation de l'expérience du prisme, mais lui associait à chaque réfraction, enfin à chaque angle de réfraction dans le prisme une couleur, une sensation particulière. Donc il disait à chaque rayon lumineux correspond une sensation particulière. Alors pourquoi du coup il pensait que du coup la couleur c'était pas la propriété physique? C'est parce que précisément les propriétés des couleurs perçues, elles sont différentes des propriétés des couleurs physiques. C'est-à-dire si tu décris tes propriétés physiques, par exemple je sais pas l'absorption d'un corps ou enfin tout ce que tu veux, tu vas apprendre plein de choses, ce sera super intéressant. En tant qu'ingénieur, tu pourras, je sais pas, illuminer des surfaces des objets, des salles de spectacle, tu pourras colorer plein de trucs. Mais par contre, en fait, ce que tu vas faire, enfin pour un galiléen, ce sera juste que tu vas créer les causes de certaines sensations. Et du coup, même, tu pourras pas faire en sorte que, je sais pas, par exemple, si t'es ingénieur, par exemple, lumière, tu pourras pas faire en sorte que ça marche pour tout le monde, parce que tu vas
concevoir ton système pour des observateurs normaux. Donc du coup, si par exemple tu as des daltoniens ou des gens qui sont moins normaux, bah ton truc marchera pas. Et donc si je vais jusqu'au bout de l'explication, le point essentiel, c'est ça, c'est crucial un petit peu dans le cours, c'est que si tu prends la couleur telle qu'elle est perçue, ce qui va faire l'essentiel de cette couleur, ce qui fait que c'est une couleur, c'est l'effet qu'elle te fait. Et donc là, par contre, on ne peut pas décrire ça plus avant. C'est-à-dire, pour t'expliquer ça, je pourrais dire, imaginons un aveugle. Est-ce que cet aveugle, on va faire ça comme ça. Imaginons un aveugle qui soit un spécialiste de la physique des couleurs. Je sais pas si, vous voyez, il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la physique des couleurs. Il connaît l'absorption, il connaît toutes les équations, il sait tout ce qui se passe, etc. Et par exemple, il sait tout sur, je sais pas, la physique du rouge, par exemple, etc. Mais est-ce que cet aveugle, il peut savoir quel effet ça fait de voir du rouge? Je sais pas si vous voyez l'idée. Et la réponse, je peux te le faire autrement, mais bon, j'anticipe un peu sur le cours prochain. Mais vous voyez, les chauves-souris, elles utilisent les ondes, les ultrasons pour se repérer dans l'espace, pour découvrir les objets et tout ça. Ça, vous savez tous. Et donc, du coup, elles vont traiter des informations des ultrasons et elles vont avoir une expérience spatiale, de l'espace, fondée sur les ultrasons. Si vous êtes un spécialiste des chauves-souris, vous pouvez savoir en fait quels sons elles émettent, quels ultrasons elles émettent. Vous pouvez décrire même leurs capteurs, etc. Mais est-ce que vous pouvez savoir quel effet ça fait d'être une chauve-souris? Je sais pas si vous voyez l'idée. Ah bah ouais, on peut pas. On peut pas, ouais. Et l'idée pour l'aveugle, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on pourrait dire, ouais, l'aveugle, il pourrait tout savoir sur les couleurs. Un aveugle qui serait aveugle de naissance, hein, je précise, pas un aveugle mais qui se serait devenu un aveugle de naissance, il pourrait tout savoir sur les couleurs en physique, par exemple. Il pourrait même faire des calculs, en tant qu'ingénieur couleurs, etc. Mais par contre, est-ce qu'il pourrait savoir quel effet ça fait une couleur perçue? Il le saurait pas. Pour une raison simple, c'est qu'il est constitué de telle manière, son corps est fait de telle manière qu'il peut pas avoir de sensation de couleur. Et donc, ce qui caractérise la couleur, c'est vraiment ses caractéristiques, les caractéristiques intrinsèques de la couleur, c'est la façon dont elles vous apparaissent dans l'expérience. Je sais pas si je suis bien clair. Et ces propriétés-là, les couleurs telles qu'elles apparaissent dans l'expérience, les Newton, Galilée et tout ça, ils considèrent que c'est pas des propriétés structurales déjà. Il n'y a pas de structure et tout ça. Et c'est pas des propriétés qui peuvent être des propriétés mécaniques des objets. Des propriétés mécaniques des objets, c'est juste des questions de contact et de forme et tout ça. Je sais pas si j'ai été clair et si j'ai répondu à ta question, Noah, parce que je crois que je me suis j'ai un petit peu dévié, mais c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment que les couleurs telles qu'on les perçoit, elles ont des caractéristiques qui font qu'elles peuvent pas être des propriétés physiques extérieures à nous. Et il y a, ouais, du coup, le truc le plus simple, peut-être, ouais, c'est de dire que on peut associer une seule couleur à plusieurs propriétés physiques. Bon, après, dans la dernière version du diaporama, j'ai changé ça. Par contre, si tu descends, Eline, on va pouvoir voir. Je crois que j'ai mis un argument. Ouais, l'argument du principe d'unité, je viens de le faire, c'est que si les couleurs sont physiques, alors à chaque type de couleur perçue doit correspondre à un type de propriété physique. C'est la condition minimale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que, si vous êtes un sujet percevant normal, c'est que à chaque couleur perçue correspond une propriété physique, et c'est pas le cas parce qu'une même couleur perçue, elle peut être associée à différents types physiques. Alors ça, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait des propriétés, ce qu'on appelle la réflectance, qui contrediraient ça. Il y a des discussions dessus, notamment en psychologie, en théorie en psychologie évolutionniste et puis les gens qui s'intéressent à l'éthologie, mais c'est un petit peu compliqué pour ce qu'on fait. Et après, il y a l'argument de l'espace des couleurs qui permettra peut-être de mieux comprendre le truc. Je sais pas si vous voyez les deux. J'ai essayé de mettre deux espaces là sur le côté gauche du coup. C'est plutôt le côté gauche qui m'intéresserait. Ouais, merci. Du coup, en bas, il y a le truc que vous connaissez bien, le petit schéma avec en bas du bas, le petit schéma avec les ondes lumineuses. Du coup, le schéma des ondes lumineuses, en fait, c'est une. Et puis du coup, chaque onde lumineuse, et donc chaque couleur, elle occupe un point sur cette ligne en fonction de sa longueur et tout ça. Donc ça, l'idée, c'est que si vous organisez les couleurs physiques, si vous considérez que les couleurs physiques c'est les ondes lumineuses, vous allez les ordonner linéairement sur une ligne. Par contre, les couleurs telles qu'elles sont perçues, et ça, c'est les psychologues qui ont constitué ces espaces des couleurs là. Ils les organisent comme le petit espace qui est en haut là.
Donc si tu arrives à baisser, voilà. Donc du coup, l'idée c'est que l'espace des couleurs, là c'est un espèce de double cône en fait. Là vous voyez il y a le grand rond au milieu et après en fait il faut faire deux cônes qui sont l'un sur l'autre. Et donc l'idée elle est assez simple, c'est que du coup tout en haut vous avez le blanc, tout en bas vous avez le noir. Et après sur le rond sont disposées toutes les couleurs. Donc les couleurs sont disposées en rond. Et l'idée de cet ordonnancement circulaire, c'est que les gens, ils ont fait des enquêtes, en fait, les psychologues, pour voir comment les gens décrivaient les couleurs perçues, les couleurs apparentes. Et du coup, ils les classent comme ça, en fait. Ils opposent toujours le rouge au vert, c'est-à-dire que ce seraient deux couleurs qui sont radicalement opposées. C'est-à-dire qu'un rouge-vert, ça n'existerait pas, en fait. Enfin, du point de vue phénoménal, du point de vue de la perception, un rouge-vert, ça n'existe pas, c'est deux couleurs incompatibles. Et aujourd'hui, il y a en biologie, par exemple, ils ont essayé de montrer que les cônes, par exemple, ils sont organisés, enfin, c'est pas les cônes, mais c'est l'arrière de la rétine est organisé comme ça. C'est que du coup, les systèmes qui détectent le rouge et le vert, c'est les mêmes systèmes, mais soit ils détectent le rouge, pas détecter les deux en même temps. C'est structural, c'est lié à la façon dont la rétine est faite. Je pourrais vous mettre un petit document que j'avais fait pour un cours à la fac là-dessus. Et pareil, il y a le jaune et le bleu, c'est deux couleurs qui sont radicalement différentes. Et du coup, vous n'avez pas de bleu-vert ou de jaune-bleu, ça n'existe pas. Par contre, après, ce que vous pourriez avoir, c'est des couleurs binaires. Alors du coup, les couleurs comme jaune, bleu, rouge, vert, c'est des couleurs qu'ils appellent primitives ou premières. C'est des couleurs uniques. Vous pouvez pas les mélanger avec d'autres, etc. Par contre, vous avez des couleurs qui sont intermédiaires, par exemple jaune, vert, orange, violet, bleu, vert, etc. Et ça, par contre, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la petite vidéo que j'ai faite. Il faut faire gaffe parce que par exemple, physiquement, vous pouvez mélanger du jaune et du bleu et ça vous fait du vert. Sauf que là, on parle pas des couleurs physiques, on est d'accord. On parle des couleurs phénoménales, telles qu'elles apparaissent. Et donc, la description des couleurs, l'espace des couleurs, là, c'est un espace circulaire qui est organisé avec des grandes oppositions, genre vert et rouge, jaune et bleu, etc., qui ont été faites avec plein d'essais. En fait, on a fait percevoir des couleurs aux gens, on leur a demandé d'organiser les couleurs, etc. Donc, ça, les espaces des couleurs comme ça, c'est le résultat de la modélisation. Et du coup, si on considère que des objets qui sont ordonnés dans des espaces différents sont différents, c'est comme un petit peu l'étape de tout à l'heure. En fait, s'il y a des propriétés différentes, si des objets sont identiques, ils ont des propriétés similaires. Et là, en l'occurrence, les couleurs phénoménales, elles n'ont pas les mêmes propriétés que les couleurs physiques. Et donc, du coup, les couleurs physiques, on peut dire que ce sont les causes des couleurs phénoménales, mais elles ne sont pas identiques. Et du coup, Noah m'a toujours pas dit si. Enfin, je crois que c'était Noah, la réponse c'était bonne, mais voilà. Là, je passe à compléter un petit peu dans. Puis après, si on descend tout en bas du diapo. C'était pas moi qui avais posé la question. Ah, c'était qui en fait? Parce que je reconnais pas les voix. C'était moi, Alexis. Ah, c'était Alexis. Ouais. Et du coup, je sais pas si la réponse elle te va ou pas, mais. Oui, oui. Ouais, c'est pas un oui convaincant, mais ouais. Okay. C'est bon. Ouais. Mais l'idée c'est ça. Mais l'idée c'est vraiment. C'est le truc. Enfin, après Mathis tout à l'heure, il disait que tout le monde le pensait et que ceux qui ne le pensaient pas, en fait, ils avaient pas lu de livre de science depuis longtemps. Mais c'est pas un truc qui est forcément très intuitif. Hein. Enfin, si vous trouvez ça intuitif, c'est vraiment bien. En fait, il n'y avait pas besoin de faire le cours, mais ce cours-là, je l'ai fait plein de fois dans les classes et les gens ils me disent ouais, mais du coup, le monde, il est comment? Il est noir. Ça, c'est des SSVT, ça. Ouais, il n'y a pas que les SSVT, il y a des S aussi. Hein. Je sais pas, on verra cet après-midi avec les autres, mais du coup, c'est pas gagné. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment bizarre. Hein, pas coloré et tout. Et encore, chez Galilée, c'est vraiment sympa parce que le monde, il a encore des formes et tout ça. Donc tu te dis, ouais, le monde réel, il ressemble encore un peu au monde de la perception. Mais quand tu vas vraiment plus loin, les gens qui vont vraiment plus loin et qui disent que les trucs, genre les propriétés spatiales, temporelles et tout ça, ce sont des propriétés illusoires. Là, après, ça devient vraiment bizarre. Hein. Parce que le monde ordinaire, du coup, il devient vraiment très, très, très différent du monde réel. Et là, ça devient, ouais, c'est la position la plus. C'est une position assez abstraite et bizarre. Et il y a plein de gens qui trouvent ça bizarre. Parce que du coup, tu peux pas. Enfin, c'est un monde qui est vraiment conçu, le monde de la science, tu peux vraiment pas l'imaginer en fait. Et ça, c'est vraiment très très étrange. Et je voulais juste sur les comment on peut définir l'essence des gens pour qui les sons. Ah oui, ça c'est c'est la synesthésie en fait. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et la synesthésie, du coup, c'est, enfin, les sens, apparemment, leurs sens fonctionnent toujours comme ceux qui ne sont pas synesthésiques. Par contre, la synesthésie, c'est pas au niveau vraiment des sens, apparemment, c'est les connexions qu'il y a entre eux au niveau du cerveau. Et je sais pas si tout le monde connaît la synesthésie. Après, je connais pas très bien. Hein.
à la fac l'année dernière, je faisais un cours sur les couleurs et j'avais un étudiant synesthésique, donc apparemment, il avait ce problème, enfin ce problème. Il était dans cette situation-là, mais apparemment les connexions, c'est pas au niveau des. Enfin après, ça dépend ce qu'on appelle un sens et où on le fait s'arrêter, mais c'est vraiment dans le cerveau. Et du coup, je sais pas, quand les synesthésiques écoutent de la musique, si c'est une synesthésie son-couleur, du coup, ils associent chaque son à une couleur, et donc du coup, la musique pour eux devient un paysage coloré, ouais. Et là, du coup, ça aurait tendance à montrer que, du coup, le cerveau a tendance à construire son petit monde tranquillement, ouais. Après, j'avais lu un bouquin l'an dernier, il y a une île, je sais plus où, paumée dans le Pacifique, où pas de rien, mais je sais pas si j'ai bien répondu. Par contre, j'essaierai de retrouver ce que j'avais envoyé à l'étudiant là-dessus. Oui, il y a une île où les gens ils perçoivent pas les couleurs du tout et ils perçoivent pas les couleurs. Ils ont une perception un peu en noir et blanc. Et du coup, ils ont les yeux hyper fragiles et leur mode de vie est ordonné par leur type de perception et donc du coup, ils vivent pas la journée parce que leurs yeux ne le supportent pas, mais ils vivent plutôt le soir, la nuit, etc. Il y a un bouquin là-dessus de Zax, je vous mettrai ça. Celui qui a écrit aussi un bouquin qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc voilà. Et voilà, on a déjà passé l'heure, mais pour la fin, si on descend jusqu'à la fin du diaporama, ouais, si on descend tout en bas, je crois que j'ai mis 2 petits textes. Ouais, c'est plus haut, en fait, c'est pas tout en bas, parce que c'est pas la dernière version. Ouais. J'ai mis 2 petits textes, des textes de psychologue en fait. Enfin vrai, c'est pas un psychologue, c'est un type qui bosse à l'interface de la psychologie et de la physique. C'est un spécialiste des lumières, je crois. Je crois qu'il fait de l'ingénierie lumière. Donc il dit: «Je n'ai jamais cessé de penser que la rougeur d'une boîte aux lettres anglaise n'en est pas une partie intrinsèque, mais subjective à l'intérieur de nous. La constance de la couleur des choses qui nous entourent est en fait un témoignage remarquable de la façon dont nos sensations visuelles sont mentalement projetées dans le monde objectif». Donc lui, c'est clair, il dit: «La boîte aux lettres anglaise, elle est pas rouge. Le rouge, il est dans ma tête et je projette le rouge sur les objets». Alors après, la question, c'est d'expliquer ce que c'est que la projection. Je savais que ça allait sonner, c'est pour ça que je me suis arrêté. Elle est horrible, votre sonnerie. Mais bon. Ouais. Et du coup, je finis juste quand même si c'est la sonnerie, sur le Cosmides et Tubi. Eux, ils ont une explication par la théorie de l'évolution. Ils disent la perception des couleurs, les couleurs sont pas corrélées une avec des propriétés physiques, mais c'est pas grave, parce que la fonction des couleurs, c'est de permettre notre survie et de mieux organiser le monde. Donc l'illusion, elle nous permet de survivre. Et je finirai là-dessus, voilà. Comme ça, c'est tout bon. Et voilà, j'ai fini comme ça, à la sonnerie et tout, presque à la sonnerie. Du coup, je regarde les petits textes, ouais. Ok, donc j'ai répondu à Thomas, c'est tout. Et du coup, là, je vais essayer de vous mettre le deuxième cours en ligne, la suite de ça, et je vais vous mettre la liberté aussi. Donc voilà. Et je sais pas après si on se voit lundi, vous me dites. Sonnerie dit, dring, dring, dring. Ouais, je sais, Thomas.